6. Oh, bah, ouais, il manque encore pas mal de monde. Est-ce que quelqu'un s'est enregistré sur Discord pour les absents? Oui, moi je suis en train d'enregistrer là-dessus. Super. C'est qui, c'est toi, Antoine? Ouais, c'est ça. Ouais, ça marche. Tu pourras du coup m'envoyer le lien, comme ça je le mettrai directement sur Scol Info Ouais, ok. pour ceux qui n'auraient pas suivi. Parce que là, je trouve qu'il manque pas mal de monde quand même. Bon, alors on va commencer par les réjouissances. Je vais vous annoncer un petit peu tout ce qu'il faut que vous fassiez pendant les vacances. Comme ça vous laisse le temps. Vous aurez 2 semaines et demie pour tout faire. Ce sera plus facile pour vous. Bon, il y a des choses que vous savez déjà, mais on va revenir un petit peu dessus. Donc, pour le mercredi de la rentrée, ça fait donc le 24 février. Ça, vous l'avez déjà noté. Vous pensez bien que vous passez à l'oral sur votre lecture. Donc, soit vous avez, vous avez lu Candide, soit vous avez lu L'être à un singe de son espèce. Donc, vous aidez des feuilles que je vous ai données, vous les remplissez. Mais évidemment, ces feuilles-là, vous ne les aurez pas. Donc, il faut vous entraîner un petit peu chez vous, de façon à être prêt en 5 minutes de brouillon pour remettre les informations capitales. Je vous ferai passer, donc j'essaierai d'en faire passer un maximum. Il y a bien une quinzaine d'élèves qui vont pouvoir passer puisque vous devez tenir entre 2 minutes et 3 minutes. Et je vous noterai sur cet oral. Donc ça, c'est important. Donc, il faut bien vous y préparer pendant les vacances. Vous pensez bien aussi que pour le mercredi toujours, vous avez un monologue délibératif à me faire. Ça, vous vous rappelez, c'est un monologue, donc c'est vous qui parlez. Vous pouvez parler à la façon de Jean-Luc Lagarce si vous le souhaitez. Et vous me faites un monologue d'une 30aine de lignes. Vous cherchez une question un peu existentielle, quelque chose qui vous préoccupe. Je vous le dis, de toute façon, c'est entre vous et moi. Je vous ferai pas lire vos monologues. Et ça servira en fait pour le carnet officiel du lecteur. Donc, on mettra ça dans le carnet officiel du lecteur. Et donc, partez du principe que je vais le noter. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, mais partez du principe que je vais le noter. Donc, vous soignez particulièrement la mise en page. Vous faites bien attention. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, c'est Non, bon? c'est bon, moi j'ai pas de questions en tout cas. D'accord, ça marche. Donc ensuite, pour le jeudi, je vais vous demander, histoire de vous stimuler un petit peu pendant les vacances, de rapporter toutes les fiches bac que vous aurez pu faire, votre portfolio et votre carnet du lecteur. Donc, je regarderai ça le jeudi. Donc, vous m'apportez tout de façon à ce que je puisse regarder un petit peu où vous en êtes pour assurer un suivi. Donc ça, voilà, c'est important. J'aimerais bien aussi que pendant les vacances, maintenant que vous avez lu la pièce et qu'on a commencé un petit peu à travailler dessus, alors je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, mais c'était pas le bon sens. Là, maintenant, vous pouvez, c'est regarder le film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde. Là, maintenant, regardez-le, parce que c'est une appropriation, en fait, de la pièce. Alors, il y a des passages, notamment des passages de texte qui sont vraiment repris, mais évidemment, c'est une adaptation, donc on ne retrouve pas les mêmes choses, notamment la fin est très différente. Donc là, maintenant, vous pouvez le regarder, ça vous aidera peut-être davantage à rentrer dans l'univers et à comprendre les sentiments et les frustrations des personnages. C'est important pour ça. Et donc, pour le jeudi, toujours, je vais vous demander de me faire un petit paragraphe de 10 lignes. 10 lignes où vous allez me présenter la deuxième lecture analytique de la séquence. C'est le monologue d'Antoine. Donc, c'est pas aujourd'hui, on va terminer le prologue et on va faire l'épilogue. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, on fait la lecture analytique 1 et la lecture analytique 3, mais en fait, c'est beaucoup plus facile comme ça, parce qu'en fait, les deux se répondent, et donc c'est important de l'étudier là maintenant que vous êtes vraiment dans le prologue. Pour vous, ce sera plus facile d'étudier l'épilogue maintenant, et donc on fera le texte d'Antoine, donc le deuxième texte de la séquence, on le fera bien à la rentrée. Et pour préparer cette étude, vous allez me faire un petit paragraphe, soit vous le ferez sur votre cahier, d'une dizaine de lignes, où c'est ça qui m'importe. Vous allez utiliser au moins 8 mots de la fiche que je vous ai donnée. Rappelez-vous, sur les tensions au sein de la famille, je vous ai donné une feuille de vocabulaire. Et donc, j'aimerais que vous regardiez ces mots et que vous utilisiez au moins 8 mots de cette fiche-là. Donc, vous allez me les surligner dans votre petit paragraphe de 10 lignes, de façon à bien les mettre en évidence. 8, c'est le minimum. L'idée, c'est que vous puissiez varier votre vocabulaire et que vous n'employiez pas toujours les mêmes mots. Ça va vous aider aussi pour l'oral. Donc ça, c'est vraiment essentiel.
Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que c'est bien compris tout ça? Je le mettrai sur Skolinfo, mais je préfère vous le dire maintenant. J'ai peur que vous regardiez la veille sur Skolinfo et que ce soit un petit peu la panique au dernier moment. Est-ce que là, vous avez bien compris? C'est pas, je le ramasserai pas, hein, ça vous ferait directement sur le cahier, mais je le vérifierai. C'est bon pour ça? Oui. Bon, madame, moi j'ai un peu peur de regarder Oui. le film juste la fin du monde, parce que j'ai peur de, Oui. en fait, que ça devienne plus De automatique mélanger? que le livre, ouais, et que le jour du bac, on me pose une question et que je réponde en fonction du film et pas en fonction du livre. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu le risque. En fait, j'ai envie de dire, si jamais, si vous avez beaucoup aimé la pièce, que vous avez parfaitement compris les enjeux, que vous avez compris pourquoi Louis n'arrivait pas à le dire, et vraiment ce qui se passait dans cette famille, peut-être dans ce cas-là, il vaut mieux pas regarder le film. Si vraiment vous avez bien ressenti la pièce et que vous avez été emporté par la pièce, parce que dans les fiches de lecture, il y en avait qui avaient vraiment beaucoup aimé, cela, peut-être qu'il faudrait pas regarder le film. Par contre, le film, il va être intéressant pour ceux qui n'ont pas réussi à entrer dans la pièce. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi Louis ne disait rien, pourquoi Antoine était tout le temps agacé, pourquoi la mère était un peu fofolle. Pour cela, il vaudrait mieux regarder le film en faisant bien les différences, en remarquant bien que la fin, c'est pas la même, mais bon, ça, on va travailler sur l'épilogue, donc vous vous en souviendrez bien. La principale différence, c'est que dans le film, en fait, on dit clairement que Louis est homosexuel, alors qu'à aucun moment de la pièce, c'est dit. Mais pour bien comprendre l'ambiance, ça peut vous aider. Si vous n'avez pas réussi à rentrer dans la pièce, ça peut vous aider. Mais tu as raison, après, c'est le risque de mélanger. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais en même temps, regardez l'adaptation, ça peut être intéressant aussi de voir ce qu'on peut faire à partir d'une pièce de théâtre aussi étonnante et aussi déroutante que celle de Juste la fin du monde, comment on arrive à faire un film qui est finalement très structuré et qui est tout à fait, j'ai envie de dire, regardable. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc ça, c'est vous qui le voyez. Vous avez le droit de parler du film dans votre carnet du lecteur, bien sûr. Donc ça, c'est possible. Voilà. Des questions? Non? C'est bon? Si jamais on était coupé, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, un SMS, parce que sinon, je ne le saurais pas. C'est bon pour vous? Ok, ouais, c'est bon. D'accord. Alors maintenant, pas la semaine de la rentrée, mais normal. Alors évidemment, c'est si tout va bien, si on n'est pas confiné, voilà, si. Vous avez à avoir la chance de rencontrer un auteur. Alors je me suis battue pour que les premières puissent le rencontrer parce qu'au départ, il devait venir que pour mes secondes et pour les BTS et je trouvais ça tellement injuste pour vous que vraiment je me suis battue pour que vous puissiez le rencontrer. C'est un auteur qui s'appelle Gilles Marchand. Alors dans la classe, il y en a qui l'ont rencontré l'année dernière puisqu'on avait travaillé sur un de ses romans qui s'appelle Un funambule sur le sable. Et là, cette année, il va venir vous parler à vous. Alors, on va lui poser des questions. Enfin, vous allez lui poser des questions sur son métier d'écrivain. Vous pourrez lui demander s'il pense aux figures de style quand il les écrit ou pas. Enfin, voilà. Vous pourrez lui poser toutes les questions qu'on peut poser à un écrivain. Un écrivain, un succès. Donc, il faudra quand même regarder un petit peu sa biographie et le connaître un petit peu, voilà, avant de le rencontrer, parce que c'est toujours mieux de se renseigner un petit peu sur les gens et pas leur poser des questions idiotes. Et donc, il va venir pour vous et pour qu'on puisse préparer sa venue et que ça repose quand même que vous ayez lu un de ses écrits, je vais vous demander de lire une nouvelle de son recueil qui s'appelle Des mirages plein les poches. Alors, il a écrit 3 romans tout seul, 3 romans exceptionnels. Donc, il y a Un funambule sur le sable qu'on a étudié avec les secondes l'année dernière. Il y a Une bouche sans personne et il y a Requiem pour une apache qui est son dernier roman qui marche tellement bien que c'est un auteur bientôt qu'on pourra plus voir dans les lycées parce qu'il se déplacera plus. Donc, pour vous, c'est vraiment une chance exceptionnelle de le rencontrer. Il viendra le lundi, alors je crois que c'est le 8 mars. Si on part du principe que vous revenez une semaine sur 2, en fait, c'est le lundi de la 3e semaine de la rentrée. Donc, on a évidemment pris une semaine, si on continue une semaine sur 2, où vous êtes là. Donc, il viendra le lundi. Et j'aimerais, alors, je sais que je vous ai fait acheter 8 livres pour cette année, et du coup, ça m'ennuie un petit peu de vous demander à en acheter un. Si c'est possible pour vous, vous l'achetez. Si ça ne l'est pas, on va se débrouiller autrement. Mais si c'est possible, vous l'achetez parce qu'il est sorti en poche. Ça s'appelle Des mirages plein les poches, justement. Donc, Des mirages plein les poches. Je vous prendrai une photo, je la mettrai sur Discord de la première page de Gilles Marchand. Alors, en sachant que moi, j'ai l'édition chère, j'ai l'édition quand elle est sortie à 20 € et que maintenant, il est sorti en édition en collection de poche et qui doit être à partir de 5 €.
Ce qui serait bien, c'est que vous puissiez l'acheter. Si c'est pas un problème pour vous, achetez-le. Comme ça, vous aurez cette chance de pouvoir vous le faire dédicacer. Parce que, en plus, Gilles Marchand est quelqu'un de vraiment très, très gentil et puis qui vous dédicacera votre livre avec plaisir. Sinon, ce que je ferai, comme je veux vous faire lire une nouvelle qui est vraiment très courte, de la page 109. Je sens qu'on m'entend plus. Non, c'est pas vous. Vous m'entendez toujours bien? Oui, moi je vous entends encore en tout cas. Oui. Ah bon, ok. Oui, Non, j'avais des messages, mais je voyais les messages arriver les uns derrière les autres, mais en fait, c'était mes secondes, c'était pas vous. Donc, la nouvelle que je vais vous faire lire, ça s'appelle En homme responsable. Et donc, promis, c'est vraiment pas long, c'est de la page 109 à la page 117. Donc, vous voyez, vous avez 8 pages à lire, c'est vraiment pas long. Et en même temps, ça va vraiment nous permettre de travailler, parce que c'est une sorte de conte, en fait, une sorte de récit un peu imaginaire. Et ça va nous permettre de retravailler comme quand on aura fini juste la garce, juste la fin du monde, on va retourner sur la littérature d'idées, puisque rappelez-vous, une fois qu'on aura terminé les 4 séquences, les 4 œuvres intégrales, on revient à chaque fois sur chaque œuvre et on fait les textes du parcours. Et donc, ça rentrera dans le cadre de cette séquence-là. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est que vous ayez lu cette nouvelle pour le jeudi, pour vous de la rentrée. Lisez-la pendant les vacances. Parce que il faut qu'on puisse en parler un petit peu avant de rencontrer l'auteur. Parce que je suis pas sûre c'est même sûr, je vous reverrai pas la semaine où Gilles Marchand, vous allez pouvoir le rencontrer. Donc, il faut que vous ayez pu lire le livre et qu'on puisse en discuter un petit peu ensemble avant que vous lui posiez des questions. Il faut quand même qu'on en ait parlé un petit peu. Donc, cette nouvelle sera à lire le jeudi pour vous de la rentrée. Alors, je suis désolée, à chaque fois, ça vous fait tout donner sur 2 jours. Voilà, c'est l'emploi du temps qui veut ça. Et là, franchement, ça fait pas mal. Mais promis, après, je m'arrête, vous n'aurez pas d'autre chose à faire. Est-ce que c'est bon pour le travail que vous allez avoir à faire pendant les vacances? Donc, si on résume, vous avez les fiches bac à terminer, le portfolio officiel, mais ça, normalement, il suffit de reglisser les fiches de lecture dedans. Votre carnet du lecteur a bien avancé, ça, c'est le plus important. Vous me ferez un paragraphe de 10 lignes sur la LA11, donc c'est la tirade d'Antoine, en utilisant au moins 8 mots de vocabulaire de la feuille que je vous ai donnée. Pour le mercredi de la rentrée, vous pensez bien que vous passez à l'oral et vous pensez aussi à votre monologue délibératif. Donc voilà, tout ça et puis la nouvelle de Gilles Marchand. Tout ça, c'est pour la semaine de la rentrée. Donc maintenant, on va terminer notre prologue. On avait pas mal avancé de souvenirs avec vous, on avait été assez rapide, mais on va terminer ça. On s'était arrêté où à peu près? Au vers 30-31. Ah ouais, on avait vraiment bien avancé. Donc, vers 30, pardon. Peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir. Donc là, ce qui est intéressant, est-ce vous avez besoin qu'on reprenne un peu le début ou est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, je m'emballe peut-être un peu. C'est bon, très rapidement. Ouais, très rapidement. Ce qu'il faut vraiment dire dans le prologue, c'est que le prologue, c'est une forme héritée de l'Antiquité. Et que la fonction d'un prologue dans l'Antiquité, dans une pièce antique, c'est bien une scène d'exposition, c'est bien de présenter les faits. Ici, on a un Louis qui fait un monologue, donc le personnage principal, et qui est l'équivalent finalement de ce qu'on pouvait trouver dans les pièces tragiques antiques du coryphée dans le chœur antique. Le coryphée, c'était le chef de chœur qui s'adressait directement aux spectateurs et qui leur annonçait ce qui allait se passer après ou qui revenait sur ce qui s'était passé avant. Mais là, dans le prologue, évidemment, ça annonce la suite. Donc, on avait montré que Louis, finalement, avait tout à fait ce rôle de coryphée dans le sens où il présente son âge, il présente la situation, il dit qu'il va mourir. Donc, on voit bien que tout ça rentre dans le cadre d'une scène d'exposition. Mais en même temps, on avait insisté sur le fait qu'on n'avait pas tellement de précision, notamment même s'il y a beaucoup de compléments circonstanciels de temps, on n'a pas de précision, de datation précise. Ce qui faisait que cette pièce ne s'inscrivait pas finalement dans un temps précis et ça lui conférait un côté très, très intemporel. On avait vu qu'il y avait un leitmotiv
un refrain, si vous préférez, qui revenait très régulièrement, qui était l'année d'après. C'était une façon de scander un petit peu, de marteler, de revenir, d'insister sur ce temps qui était compté pour Louis. Mais tout ça, vous l'aviez bien dit dans vos devoirs, donc je n'insiste pas. Et on avait vu que jusqu'en gros le vers 17, on avait une sorte de présentation de la mort qui allait venir, c'était le premier mouvement. Et à partir du vers 18, avec le passé simple, je décidais, le verbe de l'action, on avait un personnage finalement qui annonçait la décision de retourner probablement chez les siens, même si c'est jamais vraiment dit, puisque à chaque fois quand il parle de sa famille, c'est par des pronoms assez flous, il dit les, il dit eux, donc c'est généralement assez flou. On avait vu que dans ce texte, il y avait énormément d'épanorthoses, on l'avait vu notamment vers 24, 25, 26, pour annoncer, dire, seulement dire. Et donc, on avait insisté sur le fait que pour Louis, c'était très difficile de parler et de s'exprimer. Et qu'en fait, on avait l'impression qu'il redoutait effectivement ce moment où il allait devoir annoncer sa mort prochaine. On avait vu que Louis était un personnage absolument tragique, puisque évidemment il y a une idée de fatalité tout au long du texte, la mort est tout le temps présente, elle est prochaine et irrémédiable comme on peut le voir au vers 27. Et pour autant, on voyait que Louis, d'une certaine façon, était passé du côté passif, était passif au départ, notamment on l'avait vu au vers 10, où on sentait que la nouvelle l'avait complètement abasourdi et qu'il voulait... excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez bien encore, et qu'il voulait finalement être plus actif puisqu'il prenait les choses en main et qu'il décidait de parler à sa famille et de l'annoncer. Donc, on a un personnage qui croit finalement de façon un peu illusoire qu'il va être capable de maîtriser un peu la situation et notamment en étant plus ou moins le messager de sa mort prochaine. Donc, on avait insisté sur l'annoncer moi-même, en être l'unique messager. C'est une façon pour lui de prendre un petit peu les choses en main. À savoir que le terme messager, il est également, je suis pas sûre qu'on l'ait dit, ça, il était tout droit hérité aussi de la tragédie antique, puisque le coryphée est souvent associé au messager. Donc là encore, on avait un lien. Donc tout ça, il va falloir que vous en parliez quand vous allez présenter ce texte. Donc là, ça y est, on arrive à la ligne 30. Vers 30, je ne vais pas y arriver. Donc les vers 30 et 31 sont mis aussi entre tirets, donc pour montrer l'importance, et puis certains m'ont dit, mais c'était, pourquoi pas, une façon de montrer finalement l'inconscient de Louis à ce moment-là, et donc ses volontés profondes. Peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir. Et donc, on voit que pour Louis, ici, il y a un champ lexical fort de la décision, puisqu'on a voulu et décidé. Et donc, ça montre à quel point Louis essaie de reprendre le contrôle et à quel point, finalement, il est toujours paru aux autres. Le verbe paraître, le vers juste avant, montre à quel point Louis se rend compte que sa vie n'a été que dans le paraître. Un petit peu comme quand on avait étudié La Princesse de Clèves et qu'on voyait l'importance de l'apparence à la cour. Et le fait que cette réflexion se trouve finalement entre tirés, on peut se demander si c'est pas une façon de s'interroger, une sorte d'introspection. Une introspection, c'est-à-dire une façon de s'interroger sur le sens profond de sa vie. Est-ce que finalement, c'était ça? Est-ce que c'était ça l'intérêt de vouloir paraître? Puisqu'on voit finalement que son retour dans sa famille, c'est bien pour annoncer, mais que finalement, c'est pas tant l'annonce qui est importante pour lui que la façon de l'annoncer. Donc, ici, on va voir que on a vraiment un personnage qui s'interroge sur son paraître. Le verbe revient au vers 29 et au vers 32. Donc, on a aussi une épanorthose au vers 30 avec voulu et décidé, qui montre une sorte de difficulté finalement à vouloir dire les choses. Et donc là, il se demande si finalement ce comportement a été le bon.
Mais il insiste, et paraître, pouvoir, là encore décider. Mais finalement, on a l'impression qu'il se résigne et que pour lui, finalement, ce qui est important, puisque ça a toujours été sa ligne de conduite à tenir, c'est bien de paraître. Et donc, on sent bien que la façon dont il va annoncer les choses va être encore plus importante. Donc là encore, le prologue remplit sa fonction d'exposition, puisque on a bien l'idée ici que le thème de la pièce, ça va être comment dire les choses. Ça va être extrêmement important et c'est l'aveu ici qui va être capital. Madame, j'ai une question. Oui. Comment J'ai une question. Dis-moi. Dans mon commentaire de texte, à un moment, à une partie, j'ai dit qu'il voulait garder une bonne image de lui, qu'il a envie que sa famille garde une bonne image de lui. Est-ce que du coup, c'est bon ou pas? Ça revient à ce qu'on vient de dire. Oui, après ça, il faut. J'ai pas encore corrigé vos commentaires pour votre classe, donc je sais pas. Ça dépend surtout la façon dont vous le dites en fait. Mais si tu me le dis comme ça et que tu me le défends, oui, parce qu'en fait, il a toujours été dans l'apparence, dans le fait de paraître, et il a envie d'être comme ça jusqu'au bout. Donc oui, c'est pour garder une bonne image de lui, c'est pour garder ce qui est pour lui capital. Mais en fait, ce qui est important de dire, c'est que le fait que ce soit cette réflexion, elle soit mise entre tirets, on peut se demander si lui-même, il n'est pas en train d'y réfléchir et se demander si c'est une bonne idée. S'il aurait vraiment dû, si c'était si important finalement de rester dans le paraître. Mais on voit bien qu'il s'y résigne. C'est ça ici qui est important. Donc, on continue. Et paraître, pouvoir là encore décider. Donc, on voit bien ici que l'important, c'est de garder une sorte de contrôle. Donc là encore, il est vraiment comme le héros tragique qui pense pouvoir garder le contrôle de la situation. Et évidemment, le contrôle, lui, il va pas le garder puisqu'il ne pourra pas l'annoncer. Me donner et donner aux autres, et à eux tout précisément, toi, vous, elle, ceux-là encore que je ne connais pas. Me donner et donner aux autres, ça vous l'avez quasiment tous vu. Ici, on a bien un chiasme, puisque le A, l'élément A, c'est me, l'élément B du chiasme, c'est donner, et puis on retrouve donner juste après. Et ensuite, on a une sorte d'opposition entre le me de l'élément A et autre de l'élément A qui vient en opposition. Donc, me donner et donner aux autres, on s'aperçoit finalement que le personnage a toujours été dans le don, dans l'attention pour lui et aux autres, mais finalement, on peut se demander s'il a réellement vécu, si c'est pas ça qui lui pose problème. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Vous pouvez répéter le cas, s'il vous plaît, parce que j'ai pas... Oui. Alors, le chiasme, l'élément A, c'est me. L'élément B, c'est donner. Le deuxième élément B, c'est donner, puisqu'il y a et donner juste à côté. Et l'autre élément A, c'est autre. Puisque finalement, si on prend l'idée de l'élément, bon, l'élément B, il est évident, c'est le même mot. Mais l'élément A, l'idée, c'est l'individu. Le premier individu, c'est me, et l'autre individu, de l'autre A, c'est autre. D'accord? Donc, il y a une sorte d'opposition là entre lui et les autres. On voit qu'il y a une sorte d'incompréhension, si ce n'est de conflit, mais on ressent cette difficulté finalement d'être avec les autres. Et pour autant, on voit bien qu'il a toujours donné et que l'idée a toujours été d'être en accord avec les autres. C'est bon là ce coup-ci? Oui? Non? Oui, c'est bon, c'est bon. Dites pas. Ouais, c'est bon. Donc, aux autres, à eux tout précisément. Donc, aux autres, là, évidemment, c'est une façon générale, c'est tous les gens qu'il connaît. Et le à eux tout précisément montre bien que sa famille, puisque là, le terme eux, nous, on le sait, ça reprend sa famille. Alors après, il faut bien se dire que quand on est spectateur ou quand on est lecteur, au début, on ne sait pas. On imagine, on se doute, mais on n'est pas sûr. Donc, il y a une espèce de flou aussi là. Hein. Mais le fait qu'ils disent à eux tout précisément, on voit bien que la famille, pour lui, a une énorme importance, d'accord? Puisqu'on a l'adverbe précisément. Et là, par la suite de la phrase, on a Louis, en coryphée, qui va se mettre à parler directement à ses spectateurs, puisqu'il va employer les pronoms toi, vous. C'est-à-dire que là, on a une sorte d'acteur qui va briser le quatrième mur. Est-ce que vous connaissez ça, cette expression de briser le quatrième mur?
Oui, ou il y en a qui savent pas? Bon, je vous explique au cas où il y en a qui oseraient pas me le dire. 3 murs, c'est les 3 murs de la salle, par exemple, la salle de théâtre. Il y a le mur du fond et il y a les murs de chaque côté. Le 4e mur, c'est le public. Briser le 4e mur, c'est quand on se met à parler au public et de ce fait, on casse un peu, comment dire, la magie. C'est attention public, je sais que tu es là assis dans ton fauteuil et je m'adresse directement à toi. C'est ça, briser le 4e mur. Ça a 2 effets. Le premier, c'est évidemment d'inclure peut-être plus encore le spectateur ou le lecteur puisqu'on est en train de lui parler, mais en même temps, ça a un effet un petit peu pervers de casser un peu l'histoire en disant attention, le lecteur ou spectateur, tu regardes ou tu lis une histoire, mais ce n'est qu'une histoire puisque je vais te parler là et je vais casser un petit peu l'ambiance. Je ne sais pas si vous connaissez la série Malcolm. C'est la seule qui me vient à l'esprit quand je parle de 4e mur. Il y en a qui connaissent un peu ou pas? Oui. Malcolm, très souvent dans cette série-là, le personnage principal, Malcolm, se met à parler directement finalement au spectateur. C'est ça, briser le 4e mur. C'est en gros, il y a une pause, il y a stop, temps d'arrêt, et l'acteur va parler directement au spectateur. Donc ça s'appelle vraiment briser le 4e mur. Donc c'est une façon comment dire, d'inclure à la fois le public dans la tragédie et à la fois de mettre une sorte de décalage pour qu'il puisse prendre conscience des choses et lui-même se faire une idée. Parce que cette pièce de théâtre, évidemment, elle a comme tout écrit, comme toute pièce, hein, elle a la volonté de faire passer un message. Le message ici, c'est il faut en gros profiter de sa famille, il faut profiter des siens tant qu'on peut. C'est ça le plus important dans la vie, et il faut pouvoir leur dire les choses tant qu'on peut leur dire. Une fois qu'il est trop tard, ça n'a plus d'intérêt. Donc ici, donc on a les pronoms toi, vous, elle, ceux-là que je ne connais pas. Et donc là, nous qui avons lu la pièce, on sait très bien qu'il est en train, en gros, de parler de Catherine et des enfants de Catherine. Ces gens qu'il n'a pas appris à connaître, finalement, qu'il n'a pas pris le temps de connaître dans sa famille, pour eux, eh bien, c'est trop tard. C'est trop tard et tant pis. Et là, le fait que ce soit mis entre parenthèses montre bien que c'est une sorte d'aveu d'incapacité. Il ne peut pas revenir dessus. Ça marque aussi, là encore, la présence de la tragédie, de la fatalité. Il y a une idée de temps et le temps est révolu. Il n'aura pas le temps de les connaître. C'est trop tard. Cependant, on va s'apercevoir, mais ça c'est juste une petite parenthèse, que finalement, dans la pièce, il va malgré tout apprendre à connaître Catherine beaucoup plus qu'il le pense. Donc ensuite, au vers 35, me donner et donner aux autres. Donc là, le chiasme, le même chiasme du vers 33 est repris. Une dernière fois, l'illusion d'être responsable de moi-même. Donc là, à travers ce chiasme, se donner et donner aux autres, et à travers le mot illusion, on peut avoir cette impression, donc tout ça c'est propre ou relatif au théâtre, on peut avoir cette impression de jouer la comédie. Se donner, quand on dit qu'un acteur joue une pièce ou fait un film, on dit qu'il se donne à fond, vous voyez, l'idée c'est ça. Et donc finalement, c'est une façon de se donner aux autres. Et donc là, ce vers 35, on a vraiment l'idée que Louis, ou même l'acteur, parle de lui et de la façon dont il va jouer la pièce de théâtre. C'est-à-dire que là, en gros, on a une sorte de théâtre dans le théâtre. Le terme d'illusion ici est très fort, très important, puisque, rappelez-vous, la définition du théâtre, c'est donner l'illusion de la réalité. Eh bien, le fait d'employer l'illusion dans ce vers 35, le fait de donner l'impression de se donner une dernière fois, de se donner aux autres, tout ça avec l'idée de paraître et d'apparence qui est mis en avant, on a cette idée de théâtre dans le théâtre. Louis est là pour jouer une comédie, en fait, pour tenter de maîtriser sa communication dans sa famille quand il va prendre la parole, mais lui-même a bien l'impression et a bien ce ressenti qu'il joue un rôle. On a bien du théâtre dans le théâtre puisque lui joue un rôle et il sait qu'il joue un rôle quand il va devoir annoncer sa mort prochaine. Donc d'être responsable de moi-même et d'être jusqu'à cette extrémité mon propre maître. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien
que Louis, ici, sait très bien que finalement, il maîtrise rien. Il voit bien que sa mort va arriver, que finalement, il n'a pas un grand contrôle là-dessus, mais il veut rester dans l'illusion, finalement, qu'il prend les choses en main, qu'il décide. Il veut être son propre maître, au vers 36. C'est donc une façon d'affirmer que jusqu'au bout, finalement, il va d'une certaine façon se battre contre la fatalité. Et tout ça, évidemment, c'est bien les signes d'un héros tragique. Donc, si on résume, ici, on a un prologue qui est donc tout droit hérité de la forme antique, avec Louis qui est une sorte de coryphée, donc de chef de chœur, qui va parler directement au public, qui va leur annoncer sa fin prochaine et qui va annoncer l'importance les thèmes les principaux de la pièce. Rappelez-vous, on avait parlé du retour du fils prodigue. On a mis en avant l'importance de l'annonce et donc de la parole, qui vont être des thèmes très importants dans cette pièce. On a également ici une idée de théâtre dans le théâtre. Et donc, on a à la fois un prologue qui est classique, puisqu'hérité des formes antiques, mais qui est à la fois très déroutant, puisqu'on a une sorte de prologue versifié, avec une écriture très poétique et même très elliptique, c'est-à-dire que parfois on a l'impression qu'il y a des manques, notamment grâce ou à cause des épanorthoses et des chiasmes. Et donc ça crée une certaine ambiguïté. Donc ça rend ce prologue à la fois inquiétant et à la fois presque insaisissable. L'idée c'est ça, c'est ce qu'il faudrait en gros dire dans une conclusion. Est-ce que c'est bon pour vous, pour ce prologue? Oups, je vous ai tous perdus. Non, la conclusion, moyen, mais Pourquoi la conclusion moyen? j'ai pas trop Qu'est-ce compris que en fait. t'as- Enfin, je sais pas, j'ai. Dans la conclusion, l'idée, en fait, c'est tout le temps de ce prologue, on a essayé de faire le lien avec le fait que c'était un prologue finalement assez classique dans la tragédie antique, puisque on avait un chef de chœur, le coryphée, qui était Louis, qui parlait, qui s'exprimait. On avait donc ce chef de chœur qui faisait une scène d'exposition, donc ça remplit tous les critères. Il dit quel âge il a, il annonce les thèmes, il annonce la fatalité. On a donc un personnage tragique, donc tout ça comme dans les tragédies antiques. Donc tout ça, ça semble relativement classique, mais en même temps, on a vraiment un prologue déroutant pour le spectateur du XXe siècle, fin XXe siècle, et encore pire pour vous, XXIe siècle, puisqu'on a un prologue finalement qui est à la fois versifié et en même temps qui est très elliptique, avec des figures de style étonnantes, comme les panorthoses, qui déroutent un petit peu. Et puis, alors qu'on est supposé nous présenter la situation, finalement, on a des informations, soit pour présenter, on a un âge, on a un moment, mais on n'a pas des moments précis. Oui, on n'arrête pas de nous donner des compléments circonstanciels de temps, plus tard, l'année d'après, ça, d'accord. Mais en même temps, on ne sait pas exactement à quelle époque on se situe. Et donc ça, tout ça, c'est déroutant pour le spectateur. Et c'est d'autant plus déroutant pour le spectateur du XXIe siècle, qui, imaginez, il est assis dans son siège, là, il va assister à une pièce de théâtre et d'un coup, il a ce prologue, ce monologue de Louis qui est assez improbable. C'est pour ça aussi que la pièce du vivant de Jean-Luc Lagarce, elle n'a pas du tout fonctionné. Ça a marché quand il l'a sorti, parce qu'après, c'est pas vrai, de son vivant, ça a marché. Quelques années après, on a commencé à l'utiliser, à en parler. Mais en 90, quand la pièce est sortie, ça a été plutôt un échec. Ça, vous l'aviez bien dit dans vos fiches de lecture. C'est après, en fait, après quelques remaniements aussi, et après explication, que la pièce a été un succès. Et on peut comprendre que ce prologue soit déroutant. C'est mieux là, Antoine? Tu comprends mieux? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Madame, est-ce que vous Oui. pouvez répéter juste le vers 35-36? J'ai pas tout pris. D'accord. Alors, vers 35-36, me donner et donner aux autres, là, on a une reprise du vers 33. Exactement la même chose. C'est pour ça que j'ai pas tellement insisté. Me donner et donner aux autres, on a ce chiasme qui revient. D'accord? Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il veut donner? Il veut donner une dernière fois l'illusion d'être responsable de lui-même.
Donc l'illusion, on a dit, c'est un terme qui est très commun dans le théâtre, puisque c'est la définition même du théâtre. L'illusion, le théâtre, c'est l'illusion du réel. Et donc, on a un personnage qui vient de briser le 4e mur au théâtre, comme je vous ai expliqué, et qui parle d'illusion. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces derniers vers montrent une sorte de théâtre dans le théâtre. Alors, ça s'appelle une mise en abîme, mais je ne vais pas vous perdre. Donc, on a une sorte de théâtre dans le théâtre. Et c'est une façon de montrer que Louis, finalement, donc l'acteur qui joue Louis joue un rôle, mais Louis, le rôle, joue un rôle aussi du Louis parfait qui va être capable de bien se maîtriser quand il veut annoncer la terrible nouvelle à sa famille. Donc, on a vraiment une idée de théâtre dans le théâtre. Et on a également l'idée du héros tragique, puisqu'il pense être son propre maître jusqu'à la fin, même s'il sait que c'est pas vrai et qu'il n'y parviendra pas, puisqu'on avait vu qu'il avait des doutes un petit peu plus haut. Est-ce que c'est bon là? Tu as réussi, Alexis? Le vers 36, du coup, c'est ce que vous avez dit, là, du coup. Oui, c'est ça, c'est d'être son propre maître. Là, il faut prendre la phrase dans son ensemble, parce que sinon ça n'a pas de sens. Là, c'est vraiment être son propre maître et faut insister sur l'idée de propre maître. Et jusqu'à cette extrémité, il voit bien que finalement, c'est une situation rêvée et qu'il ne peut pas l'atteindre. Il sait que c'est vain, que ça ne marchera pas. C'est bon là? Oui, je pense. Oui. Oui. Donc, là encore, vous ne paniquez pas. Vous ne pouvez pas avoir dit tout ça dans votre commentaire littéraire. Je n'attends pas du tout de vous que vous m'ayez dit que le prologue c'était hérité de l'Antiquité. Vous pouvez pas dire ça, c'est pas possible. Le personnage tragique, là, vous auriez dû en parler un petit peu, mais c'est pas grave si vous n'en avez pas parlé, vous paniquez pas non plus. Moi, ce que je vais regarder dans le commentaire, c'est la façon dont vous avez amené vos idées, la façon dont vous les défendez, parce que c'est ça le plus important. Et sur l'autre classe que j'ai commencé à corriger, ceux qui ont des notes en dessous de la moyenne, on va dire, sont des élèves qui ne développent pas leurs idées et qui vont dire là on peut voir un héros tragique, mais qui vont pas m'expliquer pourquoi, par exemple, c'est un héros tragique. Je prends un exemple comme ça. Ils vont juste me dire c'est un héros tragique, point, et ils développent pas. Et c'est là où en fait vous allez perdre des points. Mais quand il y a une idée qui vous est venue, même si c'est pas une idée qu'on a avancée, mais que c'est une idée qui peut être intéressante, qui peut être analysable, je prends toutes les idées que vous allez me donner. D'accord? Bon, eh bien, on va passer à l'épilogue maintenant. Je vous explique pourquoi. L'épilogue répond directement au prologue. Et l'épilogue, en fait, alors je ne sais pas si on aura le temps de le terminer aujourd'hui, on verra comment on peut se retrouver dans la semaine si on ne prend pas le temps de le finir aujourd'hui. Si c'est trop lourd pour vous, vous me le dites. Mais on va le commencer parce que c'est important. Si on ne fait pas le texte 11 maintenant, c'est parce que le texte 11, déjà, il est plus long. Et puis, comme il va y avoir ces 15 jours de vacances, le distanciel et tout ça, si on ne fait pas l'épilogue maintenant, vous n'allez plus vous souvenir du prologue et ça ne va pas être aussi efficace. Donc, vous allez prendre votre texte 12, l'épilogue, et puis on va continuer, on va faire l'analyse linéaire de l'épilogue. Et vous allez voir qu'en fait, ça va aller très vite parce que tout ce que vous avez compris dans le prologue, on va en gros le réutiliser dans l'épilogue. Donc, il ne va pas y avoir de... Voilà, tout ce qu'on a dit, tout est quasiment mis en place. C'est bon, vous êtes prêts? Vous avez tous le texte sous les yeux? C'est bon pour vous? Faites-moi un signe, coucou, au secours. Oui, c'est bon, enfin pour moi c'est bon. C'est bon? Ok, ça marche. Bon, Antoine, je compte sur toi. Hein. Antoine et Alexis, vous êtes les seuls à me répondre, alors continuez surtout. Oui, Sinon, je me sens un peu seule. Donc, l'épilogue, Louis. Après ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini, c'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent. C'est dans le sud de la France, parce que je me suis perdu, la nuit, dans la montagne. Je décide de marcher le long de la voie ferrée.
Elle m'évitera les méandres de la route. Le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule. Je ne risque rien. Et c'est ainsi que je me retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune et je marche seule dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois, mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai. Alors, est-ce qu'on est tout à fait dans le même contexte dans l'épilogue que dans le prologue? Je vous écoute. Est-ce que c'est le même type de personnage qui parle? Expliquez-moi comment est-ce que vous voyez les choses. Personne ne voit rien? Non, c'est pas pareil parce qu'il fait une rétrospection sur lui. Oui. Et il est comment? Il est où là, Louis, dans l'épilogue? Bah là, il part au moment du livre, il part sans dire l'annonce à ses proches. Oui, mais ça c'était avant. Il est parti avant, sans l'annoncer à ses proches. Et dans l'épilogue, qu'est-ce qu'il fait? On en est où en fait? Il n'est pas déjà mort? En fait, oui, il est déjà mort. Il est probablement déjà mort et on a l'impression qu'il prend la parole, mais que finalement, il est mort. Et les 4 premières lignes qui sont coupées en fait du reste, donc ces 4 premiers... vous remplacez, hein, j'ai mal à la tête et je fais n'importe quoi, c'est pas ligne, c'est vers, hein, vous parlez bien de vers. Donc les 4 premiers vers, en fait, se désolidarisent du reste. On voit qu'il y a un blanc typographique, vous savez, donc il y a une ligne de passé, donc il y a un blanc typographique, et ça nous montre finalement que ces 4 premiers vers sont un petit peu différents et ça forme ce qu'on pourrait appeler, ça je vous le dis, c'est une sorte de préambule, d'accord, donc qui amènerait la suite. Et donc le fait que Louis au vers 1 dise après, ça montre bien finalement qu'on est après le repas de famille, après le départ de Louis. On est forcément, tout ça s'est passé avant. Donc, on a cette idée finalement qu'on est dans le après et au moment de la mort de Louis. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle quand un personnage qui est mort se met à parler? C'est un discours post-mortem? Ouais, on pourrait dire ça, mais ça a un nom beaucoup plus scientifique que ça. Scientifique littéraire, je veux dire. C'est ce qu'on appelle, alors vous allez le noter parce que vous ne pouvez pas le deviner, c'est ce qu'on appelle une prosopopée. Mon Dieu. P-R-O-S-O-P-O-P-E. Prosopopée. P-R-O-S-O-P-O-P-E. En fait, c'est une figure de style qui consiste à faire parler ou à parler avec un mort, un animal, une chose personnifiée ou une abstraction, quelque chose de pas réel. Donc là, on a une prosopopée, puisque finalement, c'est probablement Louis qui est mort, qui est en train de parler. D'accord? Ce qu'on peut voir quand il parle, après, donc on a dit effectivement que c'était l'adverbe qui a amené la suite, une sorte de préambule. Il dit « ce que je fais, je pars ». Il emploie le présent. À votre avis, c'est quel type de présent ici? Quelle est la valeur de ce présent? Est-ce que c'est le présent? Est-ce que c'est le présent que vous auriez employé naturellement? Qu'est-ce que vous auriez mis après ce que? Est-ce que vous auriez mis le présent là, vers 1 ou vers 2? C'est pas le présent de vérité générale? Oui, c'est une sorte de présent de vérité générale, effectivement, tu as raison. Et le temps qu'on aurait plutôt attendu, finalement, c'était un passé composé. Après ce que j'ai fait, donc après le repas, voilà ce que j'ai fait. Je suis partie. Or là, on voit qu'il le dit au présent. Donc ce présent qui est employé est un petit peu surprenant, finalement. C'est une sorte de présent de vérité générale. Tu as raison, Alexis.
qui est employé là où on attendrait plutôt une sorte de passé composé. Donc, on a un personnage qui se met à parler et qui semble un petit peu en dehors du temps. C'est ça l'important. Donc, ce que je fais, je pars, je ne reviens plus jamais. Donc là, c'est revient, hein, parce que je ne sais pas pourquoi je revins. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, le présent ici est employé. C'est un petit peu surprenant. On attendrait plutôt du passé composé. Et ce qui est important au vers 3, il dit « Je ne reviens plus jamais ». Ça, vous allez le noter. On a une négation totale. C'est-à-dire qu'on a un départ ici qui est définitif. Le « ne plus » accentué par l'adverbe jamais, ça vous allez le noter, on va voir après la négation. Si je vous demande de le noter maintenant, c'est parce que ça fait partie des points de grammaire que vous devez connaître. Et donc, ce point de grammaire, la négation, vous devez absolument être capable de l'identifier. Et si on vous demande, je préfère que vous le disiez maintenant. Donc, je ne reviens plus jamais. On est bien dans une négation totale, puisqu'on a ne plus, qui est renforcé par l'adverbe jamais. Donc, l'idée, évidemment, c'est un départ définitif. Je pars, je ne reviens plus jamais. On a bien une idée ici de départ définitif. Donc, ensuite, juste après, sur le même vers, il dit « je meurs » quelques mois plus tard. Donc là encore, on a un présent, une sorte de présent de vérité absolue, et donc qui confère à ce personnage une sorte de dimension particulière. Donc, je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Là encore, on retrouve avec quelques mois plus tard et une année tout au plus, on retrouve des compléments circonstanciels de temps. Et ça vous rappelle pas quelque chose? Qu'est-ce que c'est supposé vous rappeler? Le prologue. Bien sûr. Bien sûr, puisque dans le prologue, on avait plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. Et bien là, on a je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Donc, ces compléments circonstanciels de temps, toujours aussi flous puisqu'on ne sait pas de quel moment on démarre, finalement, nous montrent à quel point il répond, cet épilogue, au prologue. D'accord? Donc là, on a bien le « je meurs ». Donc, on voit bien qu'on a un personnage qui est mort ici, qui a pris la parole. Donc, on est bien dans une prosopopée. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces 4 premiers vers de l'épilogue reprennent complètement, en fait, le prologue, qui est la scène d'exposition. Et donc, on a un retour, finalement, la boucle est bouclée, si vous voulez. On ferme le texte sur lui-même. On a une fermeture du texte sur lui-même. Un petit peu comme si tout ce qui s'était passé entre-temps, finalement, n'avait presque pas existé. D'accord? On a vraiment un retour à la situation initiale, sauf qu'entre-temps, il est juste mort. D'accord? C'est bon pour ça. Donc, le « une année tout au plus », ça fait directement référence à l'année d'après, qui était le leitmotiv, ou le refrain, comme vous voulez, du prologue. Est-ce que c'est bon pour les premiers vers? Les 4 premiers vers? Oh, je vous en supplie, répondez-moi. Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Oui, c'est bon, c'est bon. Oh, j'aime pas le distanciel, au secours. Bon, sinon ça va aller, je vais crier ma douleur à un autre moment. En même temps, c'est le moment, hein, avec l'épilogue et tout, je peux crier, j'ai le droit. Donc, les 4 premiers vers, c'est le premier mouvement, c'est ce qu'on pourrait appeler la prosopopée. Voilà, retenez ce mot, c'est important. En première, vous êtes vraiment supposé le connaître, donc vous devez être capable de le dire et vous devez le définir. Hein. Il ne faut pas juste dire « Oh, il s'agit d'une prosopopée ». Non, c'est une prosopopée puisqu'on a Louis, un personnage qui est probablement mort ici à l'instant des choses, qui est en train de parler. Donc ensuite, on passe au deuxième mouvement, donc qui commence au vers 5. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini, c'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent, c'est dans le sud de la France. Et donc là, on a une sorte de décalage, c'est-à-dire que le personnage va se mettre à raconter une sorte d'anecdote. Et évidemment, ça déstabilise là encore le spectateur ou le lecteur, puisque c'est pas tellement ce à quoi on s'attend. Il aurait pu faire une conclusion, il aurait pu faire vraiment, voilà, fermer son histoire. Or là, on a l'impression qu'il ajoute encore quelque chose.
donc une chose dont je me souviens et que je raconte encore. Donc là, on voit qu'il est vraiment dans la communication avec le verbe raconter. Le encore est finalement assez paradoxal puisque il n'a pas raconté ce qu'il voulait raconter à sa famille dans la pièce, d'accord? Et donc ce souvenir, il apparaît un petit peu comme étant incongru, un peu étonnant, un peu surprenant. On peut voir aussi au vers 6, après j'en aurai fini, qu'il a bien conscience finalement que c'est ses derniers propos. Il sait que ce sont ses tout derniers mots et c'est une façon aussi de les annoncer. Il est en train de le dire aux spectateurs et aux lecteurs. C'est bientôt fini. Après, j'en aurai fini. Donc, il sait que à ce moment-là, bon, il est déjà mort soit, mais après, il ne pourra plus parler. Donc, ce souvenir, il est très étonnant. On vous dit c'est l'été, c'est pendant ces années où je suis absent. Donc là, pour le coup, on a une situation plus précise puisqu'on a un moment bien défini, l'été. On est beaucoup plus ancré dans le temps finalement qu'on ne pouvait l'être dans le prologue, ce qui est assez surprenant, d'accord? Et c'est pendant ces années où je suis absent, ça fait directement référence aux 12 années où il est parti de chez lui. Et là, on a une sorte de réponse à la question qu'on pouvait se poser tout au long de la pièce, mais c'est où est-ce qu'il était passé pendant ces 12 années? Où est-ce qu'il était finalement? Où est-ce qu'il était parti? Et là, donc, au vers 8, on a cette réponse. C'est dans le sud de la France. Donc là, ça apporte d'une certaine façon une réponse à une question qu'on pouvait se poser. Où se trouvait ce personnage quand il a vécu ce souvenir? Où est-ce qu'il était quand il est parti ces 12 années? Il était dans le sud de la France. Ça confère un côté un peu réaliste au récit, d'accord? Or, quand on va le voir et quand on va le lire, le récit après, on s'aperçoit qu'il est tout sauf réaliste. Donc, on a une mise en situation qui se veut réaliste, c'est l'été, c'est pendant ces années où je suis absent, donc c'est les 12 ans où il est parti, et on a un lieu, c'est dans le sud de la France. À chaque fois, on a la reprise anaphorique de c'est l'été, c'est pendant ces années, c'est, et donc ça crée une sorte de mélodie, une sorte de poésie. Donc là, la phrase s'arrête. Attendez, vous m'entendez toujours? Oui. Non, c'est toujours les secondes qui me comptent. On entend toujours. Ouais, super, merci. Donc, là, il fait ce que vous devez jamais faire. Il commence sa phrase suivante par un « parce que je me suis perdu la nuit dans la montagne ». Il commence sa phrase par un « parce que », une volonté d'explication, une volonté de présenter les choses. Or, là, on va voir qu'on va avoir affaire à un récit qui va être plutôt proche finalement du rêve. Je me suis perdue la nuit, donc la nuit, c'est vraiment généralement lié au rêve, donc au monde. Comment ça s'appelle, le monde du rêve? Le monde, comment vous dites? C'est onirique. Oui, très bien, c'est le monde onirique. Donc là, alors qu'on avait des détails très précis au vers précédent, on vous avait dit l'été, on vous avait dit les années où il était absent, donc pendant ces 12 ans, on était un petit peu plus centré dans le temps, on avait un lieu, le sud de la France, on s'aperçoit que le souvenir, donc un peu incongru, parce que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, enfin ne le dites pas comme ça, hein. Mais l'idée c'est que il va parler d'un récit finalement très onirique. Déjà, ça se passe la nuit, ça va revenir plusieurs fois. C'est dans la montagne et c'est le long d'une voie de chemin de fer. Donc ça, on va voir à peu près, on va voir après. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans un récit très lyrique, puisqu'il parle à la première personne du singulier, parce que je me suis perdu. Donc le je ici parle de lui et il va amener son récit. Donc le je me suis perdu, évidemment, ça fait référence à l'anecdote, au récit qu'il va amener, mais le je me suis perdu, à quelle dimension on pourrait lui donner aussi? Alors, parce que je me suis perdu. Le premier sens, c'est effectivement, il s'est perdu dans la montagne, c'est l'histoire de son histoire, mais au final, le je me suis perdu, on pourrait l'interpréter comment?
Bah, par le fait qu'il a été absent pendant 12 années, que c'est pour ça qu'il s'était perdu, donc il n'est pas revenu depuis 12 ans. Oui, mais alors effectivement, donc le sens où il s'est perdu, où il n'a pas vu sa famille, mais ça voudrait dire quoi? Essaie d'aller plus loin. Il a perdu ses pensées, quoi. Il a perdu son âme, quoi. Oui, on peut dire ça. Il a perdu son âme dans le sens où finalement, il a perdu de vue ce qui était le plus important pour lui. Et ce qui était le plus important pour lui, c'était la famille. Donc, je me suis perdue. C'est vraiment l'idée. J'ai oublié l'essentiel. L'essentiel, c'était ma famille. Et finalement, je l'ai laissé complètement de côté. D'accord? Donc là, on est dans un champ, donc on a le champ lexical de la nuit. On est dans une dimension très onirique finalement ici. Pour le coup, on a un complément circonstanciel de cause qui démarre ce vers parce que je me suis perdue, qui peut avoir le sens propre, effectivement, il s'est perdu dans la montagne, mais qui peut avoir le sens figuré, il s'est perdu dans la vie, il a perdu le sens de ses priorités. En gros, il a perdu le temps qu'il aurait dû passer avec les siens. Et donc, de même, on a cette idée de voie ferrée. Je décide de marcher le long de la voie ferrée. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner? Ça pourrait représenter quoi de marcher sur cette voie ferrée? Comment est-ce que vous pouvez voir les choses? Bah, comme si c'était un train qui représentait le temps. Oui, effectivement, comme si c'était une histoire de train qui représentait le temps, donc un chemin tout tracé. Et donc, il décide de marcher le long de la voie ferrée parce que pour lui, il le dit après, elle m'évitera les méandres de la route. C'est quoi les méandres? Les soucis, les soucis. Oui, c'est ça, c'est le fait de se détourner, les méandres, c'est les problèmes qui peuvent être liés à la route, les détours finalement. Donc il décide de marcher le long de cette voie ferrée, puisque cette voie ferrée finalement, elle est toute tracée. Et si on pense aux méandres, les méandres, qu'est-ce que ça aurait pu, on pourrait l'associer à quoi dans son histoire par rapport à ce qu'on vient de dire? Sa famille. Oui, c'est ça, par rapport à sa famille, par rapport au fait d'avoir quitté sa famille. Donc là, on voit qu'on a un personnage qui est beaucoup plus calme que dans le prologue, qui se pose moins de questions. Il fait référence donc à cet événement un peu particulier, le fait de marcher le long de la ligne de chemin de fer, le fait de se perdre dans la montagne. Et là, il décide de marcher le long de la voie ferrée, comme si finalement il avait trouvé la voie. On a vraiment le champ lexical de la trajectoire, on a le mot voie, on a le mot route, on a le mot chemin, et puis aussi méandre de ce fait, qui est vraiment lié à des chemins. Donc ici, on a vraiment une sorte de métaphore filée de la route, de la ligne de conduite à tenir. Et donc c'est comme si ce personnage qui semblait s'être perdu, finalement, s'était raccroché à cette voie de chemin de fer, et grâce à cette voie de chemin de fer, avait pu aller avancer et aller tout droit. Donc la voie ferrée, elle m'évitera les méandres de la route, le chemin sera plus court, je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. Là, on voit qu'on a un personnage, donc Louis, qui parle vraiment de façon décidée, puisqu'il emploie le futur. Elle m'évitera, le chemin sera. Donc là, il est très assuré de ce qu'il dit. Par rapport aux questions un peu torturées du prologue qui pouvaient se poser, là, on voit qu'on a quelqu'un finalement qui est très sûr de lui, puisqu'il utilise le futur, qui est le temps de la certitude. Et notamment, il dit « je sais qu'elle passera près de la maison où je vis ». Et donc, je sais, effectivement, là encore, on a cette idée de certitude. Et donc, dans ce rêve un peu étonnant qu'il est en train de faire, on a une sorte de parabole, finalement. C'est quoi une parabole, je vous l'ai dit ou pas? Si je vous l'ai dit quand on a parlé du retour du fils prodigue. C'est quoi une parabole? Oui. Alors, jeunes gens, qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Soit je vous ai perdu, soit personne ne sait? C'est une histoire qui s'est passée récemment. J'ai pas entendu. C'est une histoire qui s'est passée une idée récemment. Exactement, c'est ça. Donc une parabole, c'est vraiment une idée pour faire passer une leçon de vie en fait.
une leçon de morale. Des paraboles, on en trouve énormément dans la Bible, dans tous les textes religieux, on trouve énormément de paraboles. C'est vraiment pour faire passer une leçon de vie, une morale. Et là, c'est un petit peu comme si Louis, à travers ce récit qui est un petit peu étonnant, finalement, nous faisait une parabole et nous expliquait finalement, voilà, un jour je me suis perdue, mais voilà, j'ai trouvé mon chemin, j'ai trouvé ma voie. Et c'est une voie qui est rassurante, qui est sûre. Et en plus, donc, elle passe près de la maison où je vis. Et donc là, on voit que l'intérêt ici, c'est vraiment la famille, la maison. Donc, on voit bien dans cette parabole qu'il retrouve son chemin grâce à la voie ferrée, mais que cette voie ferrée passe vraiment à côté de sa famille. Et où je vis, là encore, le fait d'utiliser ce présent, c'est comme s'il n'avait jamais quitté sa maison. Donc, cette parabole, là, du vers 5 jusque-là, elle est vraiment pour nous expliquer finalement le sens de la vie. Louis fait allusion à un récit qu'il aurait déjà vécu, mais au final, c'est une façon d'annoncer au spectateur ou au lecteur la façon dont il doit se conduire. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez dit la parabole du vers 5 jusqu'au vers combien? Ça fait jusqu'au vers... tant qu'il parle du train, en fait. La parabole, elle est juste marche seule dans la nuit, égale distance. Elle est jusqu'au vers 18. On l'a pas terminé encore. Okay. Donc, oui, donc vous pouvez déjà montrer que la ligne 5 au vers 18, c'est une sorte de souvenir étonnant aux allures de parabole. Et donc, il continue. La nuit, donc on a tous ce champ lexical de la nuit qui confère le côté onirique, on l'a déjà dit. Aucun train n'y circule, je ne risque rien. Donc, aucun train n'y circule, là encore, c'est extrêmement rassurant. Donc, il n'y a pas de notion de danger ici. Et il ajoute en insistant, je ne risque rien. Donc là, on n'a plus cette idée, on a un personnage qui est calme, qui est très serein, finalement, ici. Donc, en gros, cette parabole, c'est l'existence du personnage. On voit bien qu'il s'est perdu et heureusement, sur la fin, il s'est retrouvé. Et c'est ainsi que je me retrouverai. Et donc là, ce qui est étonnant encore, c'est qu'il utilise le futur. Donc là encore, ça montre qu'il croit en lui et qu'il sait que ça va se produire comme ça. Et ça montre la confiance, la sérénité. On a vraiment une idée de... Voilà, c'est ainsi que je me retrouverai. Même s'il parle d'une parabole d'une histoire qui s'est passée il y a longtemps, il la met au futur, comme si en fait c'était la ligne de conduite de sa vie. Donc, ce qui est important aussi dans ce texte, dans cette parabole, c'est l'idée de solitude qui domine, puisqu'on voit bien qu'il est seul. Même si il parle de sa famille et il dit à côté de la maison où je vis, on voit bien qu'à ce moment-là, il est vraiment seul. Donc, je n'y risque rien. Je marche seul, je me suis perdue. Donc, tout ça, je marche seul, on va l'avoir au vers 17. Donc, à un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune et je marche seul dans la nuit, à égale distance entre le ciel et la terre. Donc là encore, on est toujours dans ce contexte complètement onirique puisqu'on a cette idée de lune, de nuit. On a une idée de viaduc immense comme s'il était un petit peu déformé. Ce viaduc qui est au sein de la vallée. Donc là encore, on a cette idée de lyrisme, de nature. Et on a cette idée de solitude, mais de sérénité. Je marche seule dans la nuit. On a toujours ce personnage qui est très serein. Et le vers qu'il faut absolument analyser, c'est à égale distance du ciel et de la terre. C'est-à-dire que finalement, il n'est ni dans le ciel, il n'est ni tout à fait mort, ni sur la terre, ni tout à fait vivant. Il est ce qu'on appelle dans l'Antiquité, dans limbe. Limbe, ça s'écrit L-I-M-B-E-S, et c'est une sorte d'entre-monde, d'entre-milieu, et notamment,
Rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Albatros de Baudelaire, le poète se caractérise comme ne faisant pas tout à fait partie de la terre, donc des hommes, comme ne faisant pas tout à fait partie des dieux, puisque c'est quand même pas un dieu, mais finalement se trouvant entre quelque chose au milieu, entre la terre et entre le ciel. Ça, c'est la définition du poète. Eh bien, on retrouve cette idée-là, finalement. On a un personnage qui se retrouve dans une situation un peu surnaturelle entre la terre et le ciel, comme finalement les poètes. Donc c'est un petit peu comme si Louis ici se trouvait entre deux mondes, entre celui de la vie et celui de la mort. Bref, dans un non-lieu finalement entre les deux. Et donc ensuite, au vers 19, c'est bien ça, ce que je pense. On est, attendez, 16, 17, 18, oui. Au vers 19, ce que je pense. Là commence le troisième mouvement. Et donc ce troisième mouvement, ça va être l'idée du cri. Et donc là, on va avoir avec le ce que je pense, cette nouvelle introspection. Donc, c'est renforcé par le contenu de la parenthèse qui tend à prouver qu'enfin, on touche au cœur du sujet. Et enfin, c'est cela que je voulais dire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a l'air maintenant d'avoir confiance en lui, de savoir exactement ce qu'il voulait dire, puisqu'on avait vu que dans le prologue, il semblait plus intéressé par la façon de le dire finalement que par ce qu'il voulait dire. Là, on voit bien que c'est cela que je voulais dire, montre qu'il sorte de décision et qu'il sait exactement là où il voulait en venir. Donc, on a une nouvelle introspection. C'est ce que je devrais pousser un beau et grand cri. Pardon, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri. Et donc là, on a une opposition complète par rapport au prologue, puisque dans le prologue, l'idée, c'était de la retenue, de la délicatesse, de parler lentement. Et là, finalement, à la fin de la pièce, on a tout l'inverse, puisqu'on a poussé un cri, ce qui est l'inverse même, finalement, du contrôle. Donc, c'est ce que je devrais. Là, on est au conditionnel présent. Ça montre bien que c'est ce qui n'a pas été fait. Et donc, c'est une sorte de retour en arrière sur la situation et c'est une sorte de regret pour lui. Il n'a pas poussé ce cri. C'est bon pour vous? Désolée pour le téléphone. Désolée pour le téléphone qui sonne. Donc, on a une opposition entre la volonté de paraître, la volonté de présentation et de calme finalement dans le prologue. Et là, cette idée de cri, mais qui n'est pas ici un cri violent, mais qui est magnifié, qui est rendu beau par les adjectifs grand et beau, long et joyeux. On a vraiment une idée de cri mélioratif, si vous voulez. C'est pas un cri qui a un manque de contrôle et de terreur. On a un cri qui est un cri positif. Grand, beau, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée. Donc là encore, on a du conditionnel qui résonnerait dans toute la vallée. Et donc, ça montre bien, ce conditionnel, encore une fois, que ça ne s'est pas produit. Que ça n'a pas, ce cri n'a pas eu lieu. D'accord? Donc, devrait, résonnerait, on a l'emploi du conditionnel. Ça marque à la fois l'envie et le désir, mais également la frustration, le fait de ne pas l'avoir accompli. Que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois, mais je ne le fais pas. Et donc là, il a la sensation donc, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, que c'est bien finalement ce cri qu'il aurait dû prononcer. Donc là, on a une sorte de regret sur ce qu'il n'a pas fait, mais le fait d'en parler de façon aussi positive, là, dans le texte, c'est un petit peu comme quoi, finalement? Il l'a pas fait, mais finalement, quoi? Dans ce passage du texte, qu'est-ce qu'il a fait?
essayer d'analyser ça. D'accord, il n'a pas poussé son grand et beau cri, mais quand il le dit, c'est ce que je devrais, pousser un grand et beau cri. Est-ce que vous trouvez qu'il a avancé par rapport au prologue ou pas finalement? Oui, parce qu'en fait, au prologue, il rejetait totalement l'idée, cette idée-là, et maintenant il regrette de ne pas l'avoir fait. Il regrette de ne pas l'avoir fait, mais il sait exactement ce qu'il aurait dû faire. Et mieux que ça, en plus, il l'écrit. Même pire, finalement, si vous êtes en train d'assister à la pièce, là, qu'est-ce qu'il est en train de le faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? De dire ses dernières volontés. Oui, et puis c'est un petit peu comme si ce cri, il était en train de le pousser vraiment, puisqu'il est en train de vous le dire à vous. D'accord? Imaginez si vous êtes dans la salle et que vous regardez cette pièce de théâtre, quand il dit c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir. Alors, peut-être qu'il n'est pas en train de crier dans la vallée, peut-être qu'il n'est pas en train de pousser un grand cri dans la vallée, mais finalement, il est en train de dire que ce qu'il aimerait, c'est pousser un beau cri. Et c'est déjà énorme, parce que finalement, il parvient à vous le dire à vous, spectateurs. D'accord? Alors, si on faisait le lien avec la pièce de théâtre tout entière, on va faire juste une petite pause là. S'il faisait le lien avec la pièce de théâtre tout entière, soit Louis, il n'a pas dit à sa famille qu'il allait mourir, mais finalement quoi? Qu'est-ce qui s'est passé grâce à cette pièce de théâtre? Allez, là, c'est à vous. Il est apaisé. Il est apaisé, pourquoi? Parce qu'il a fini par faire quoi finalement? Si on dit que c'est pas Louis qui parle, mais c'est Jean-Luc Lagarce, puisque de toute façon c'est les mêmes. Ils sont malades, ils savent qu'ils vont mourir tous les deux. Qu'est-ce qu'il a fait Jean-Luc Lagarce? Peut-être qu'il n'a pas eu le courage lui aussi de dire à sa famille qu'il allait mourir, mais par contre qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit sa maladie à travers la pièce. Oui, il a crié sa maladie finalement à travers la pièce, et il l'a dit à tout le monde. Et quand on dit oh bah non, cette pièce elle était pas terrible parce que il va pour dire à sa famille qu'il est malade et puis finalement il le dit pas, bah si, il le dit finalement, il le dit peut-être pas à sa famille, mais il le crie au monde entier, il le dit à tout le monde, il le dit à travers sa pièce, il le dit dans le prologue et il le dit finalement dans l'épilogue. Et donc ce cri qu'il n'a pas réussi à pousser finalement, en l'expliquant comme ça dans son épilogue, en disant que c'est ce cri qu'il aurait dû pousser, il est en train d'expliquer la ligne de conduite. Alors peut-être que lui, il n'a pas réussi à vraiment faire ce qu'il voulait, mais finalement, il a fait plus, puisqu'il en a parlé à la terre entière, puisqu'il en a parlé à tous ses lecteurs et à tous ses spectateurs. Et en même temps, il est en train de vous donner un conseil à suivre, à vous, lecteurs, et vous, spectateurs. Si vous vous retrouvez dans cette situation, il faut le crier, il faut le dire. C'est important, la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, et c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir. Donc là, on voit bien que le conditionnel encore montre que c'est un bonheur manqué d'une certaine façon, mais en même temps, il parvient à l'écrire, il parvient à le dire sur la scène du spectacle. Hurler une bonne fois, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte de regret pour lui de ne pas avoir été capable de crier finalement qu'il allait mourir. Je ne l'ai pas fait. La répétition ici insiste bien sur sa déception de ne pas avoir été capable de le faire. Et peut-être que dans la vraie vie, et que Louis aussi dans la pièce de théâtre ne l'ont pas fait, mais d'une certaine façon, le fait d'écrire cette pièce de théâtre, c'est une façon de le faire. Alors, comment est-ce que ça s'appelle au théâtre? Quand le fait de décrire une chose ou d'en parler fait qu'on le vit presque un peu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est pas ça la catharsis? Exactement, c'est ça la catharsis. Donc ici, on a une sorte de catharsis. Et on vous met en avant, je vais vous expliquer. Catharsis, ça s'écrit C-A-T-H-A-R-S-I-S. Catharsis. C-A-T-H-A-R-S-I-S. La catharsis, c'est une notion qui remonte à l'Antiquité
Et rappelez-vous, quand je vous expliquais les tragédies antiques, l'intérêt des tragédies antiques, je vous avais dit, la tragédie a un rôle religieux, mais elle a également un rôle social, puisque on montre aux gens les interdits, ce qu'ils ne doivent pas faire. Rappelez-vous, c'est tous ces mots en cide, matricide, patricide, parricide, infanticide et tout ça. Donc, on vous montre des scènes absolument horribles que vous ne devez pas faire. Et on vous montre que si vous faites ça, vous allez mourir à la fin. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle on vous montre ces scènes, et c'est là où on parle de la catharsis, c'est qu'en fait, le fait de voir ces scènes jouer, de voir des meurtres ou de voir, le fait de tuer son roi, même si dans les faits, on ne meurt pas sur scène, mais le fait de vous le raconter, de vous le détailler, puisque dans les scènes antiques, vraiment, on vous le détaille, on vous l'explique de toutes les façons, le fait de vous le raconter fait que vous vivez d'une certaine façon ces crimes qui sont interdits. Et l'idée, c'est qu'en le vivant comme ça vous empêche de les commettre dans la vraie vie. La catharsis, qu'est-ce que c'est? Ça part du principe, en fait, que l'être humain a des pulsions qui sont mauvaises, qui sont violentes, et que ça sert à rien d'essayer de les calmer parce qu'on n'y arrive pas. Il faut les laisser s'exprimer, mais évidemment pas s'exprimer au détriment des autres, et donc il faut les laisser s'exprimer dans certains contextes. Par exemple, vous ne le savez pas, mais quand vous jouez à des jeux de guerre sur votre ordinateur ou sur votre console, vous êtes dans la catharsis. C'est-à-dire que vous défoulez, vous évacuez vos mauvaises pulsions, vos mauvaises tensions, et ça vous permet de vous dégager, de vous libérer. Tous les joueurs, et heureusement, ne deviennent pas des tueurs en puissance. Sinon, quand on regarde le nombre de tueurs et le nombre de joueurs, on est d'accord que c'est un infime pourcentage de gens qui n'ont pas contrôlé. Et encore, c'est pas toujours lié. Mais l'idée ici, c'est que c'est bon de jouer. Alors, n'allez pas dire ça à vos parents, sinon ils vont dire la prof de français elle a un problème. Mais l'idée, c'est que si vous jouez 1 heure par jour à vous défouler sur votre ordinateur, ça vous fait du bien parce que ça vous rendra beaucoup plus zen en fait dans la vraie vie. Et l'idée, c'est que dans l'Antiquité, allez voir une pièce tragique de théâtre où on vous montrait des meurtres, on vous racontait des choses absolument terribles que vous ne deviez pas faire dans la vraie vie, eh bien vous viviez ces pulsions négatives d'une certaine façon et ça vous empêchait de les reproduire dans la vraie vie. Est-ce que c'est bon pour la catharsis? Est-ce que là, ça vous rappelle des choses? Normalement, vous voyez ça depuis la 4e, la catharsis, mais c'est pas toujours évident à comprendre. C'est bon, là? Vous avez compris l'idée? Oui. Ouais. Donc, l'être humain a des pulsions négatives, il a besoin de les évacuer parce que sinon, de toute façon, il n'arrive pas à les contrôler. Donc, il a besoin de les évacuer en se défoulant et notamment en regardant une pièce tragique. C'est aussi la même chose quand vous regardez un film d'horreur. Des choses cathartiques, vous en avez plein. Et donc, ici, dans cette pièce, on retrouve exactement la même chose. C'est-à-dire que, oui, il n'a pas crié, il n'a pas poussé son cri, mais de dire que c'est ce qu'il aurait voulu. Il aurait aimé pousser son cri, finalement, c'est une sorte de pouvoir cathartique de la pièce. Ici, Louis ne l'a pas crié, mais le fait de le dire, finalement, ça lui permet d'évacuer. Donc, oui, il ne l'a pas fait, et il le répète 2 fois, donc là encore, ça martèle la pièce, et ça donne un côté très poétique à l'épilogue, mais en même temps, ça donne aussi un côté très cathartique, finalement, en le disant, c'est comme s'il évacuait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une image qui est très positive, malgré tout, de la mort, puisque je me remets en route. Là, on parle de nouveau au présent, donc on voit qu'il est dans sa situation actuelle, avec seul le bruit de mes pas sur les graviers. Et donc, là encore, on a cette idée de solitude, mais on a cette idée de pouvoir avancer. Et donc, on en vient à la dernière phrase. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterais. C'est une sorte de morale qu'il est en train de donner finalement à son spectateur. Ce sont des oublis comme celui-là. Donc, le fait de ne pas avoir crié, le fait de ne pas avoir pu dire les choses en face que je regretterais. Et donc là, il emploie le futur. Je regretterais. Et pas le conditionnel qu'on aurait pu attendre, ça montre bien un constat d'échec. Donc, on a un vocabulaire qui est connoté ici péjorativement, puisqu'on a oublié et on a regretté. On a une certaine forme d'amertume,
mais le dernier verbe est malgré tout conjugué au futur, comme si finalement c'était une sorte d'ultime refus d'arrêter la pièce et de se taire à jamais. Il le regrettera et finalement le fait d'avoir, pour Jean-Luc Lagarce, le fait d'avoir écrit cette pièce lui permet finalement de pousser son cri par la suite. Donc là, on a une sorte de morale qui est donnée au spectateur ou au lecteur et qui est en quelque sorte en train de lui dire ne fais pas comme moi, lecteur, spectateur, exprime-toi, dis tout ce que tu penses à ta famille, crie ton amour, parce que c'est une famille qui s'aime, hein, même s'ils se disputent, hein, c'est ce qu'on avait dit, c'est vraiment une famille qui s'aime, et donc son seul regret, c'est finalement de pas dire à quel point il les aimait, peut-être plus même d'ailleurs qu'il allait mourir. De ce fait, est-ce que là, l'épilogue, c'est compris? Est-ce que vous voyez vraiment le lien avec le prologue? Est-ce que vous êtes capable, là, de le présenter sur 10 minutes? Oui, mais madame, quand on le Ouais. présente, on peut faire autant de références au prologue, de dire tout le temps qu'au prologue il y avait telle idée et que du coup ça rentre en opposition avec. Oui. Oui, Parce vous que n'avez pas tellement techniquement, le c'est choix. pas le même texte. Oui, c'est pas le même texte, mais en même temps, ces deux textes-là se font écho et tu peux pas analyser l'épilogue sans parler du prologue. Ok. Alors, peut-être que tu vas pas en parler tout le temps, tu vas surtout en parler comme on l'a fait au début, quand on a souligné le je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus, mais tu n'as pas le choix en fait. On a vraiment ce côté cyclique, ce côté boucle de la pièce, et ça, tu es obligé d'en parler. Ça n'a d'intérêt que parce qu'il y a la pièce, tu peux pas le sortir du contexte et tu peux pas ne parler que de l'épilogue. On t'en voudra pas à ce moment-là. En plus, tu l'as étudié en œuvre intégrale. C'est pas comme si tu n'avais travaillé que sur l'épilogue, ce qui n'aurait eu aucun sens. Si on n'avait pas travaillé sur le prologue, je vous aurais pas donné l'épilogue. Ok. Donc, non, tu n'auras pas de problème. Vous étudiez ce texte-là dans le cadre d'une œuvre intégrale. Donc, il est bien évident que vous connaissez, que vous devez montrer que vous connaissez parfaitement la pièce. De même que quand on a étudié le prologue, on savait très bien que les et eux, c'était sa famille. Ça aurait pu être ses amis, ça aurait pu être finalement, quand on y réfléchit bien, ça aurait pu être n'importe qui. Du coup, est-ce que ça va pour vous? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, Donc, ça va. Madame, on a oui, oublié, oui, dis-moi. pour la prologue, on a oublié de Le prologue. découper le mouvement. Pour moi, on l'avait découpé, le prologue. Le prologue, c'était de souvenirs donc du vers 1 au vers 18. On avait dit le mouvement pour le prologue, c'était... qu'est-ce qu'on avait dit? Je ne me souviens même plus. On a mis la mort à venir pour la ligne. Oui, c'est ça, la mort à venir. Et puis du coup, du vers 18 jusqu'à la fin, en fait, c'est l'annonce. L'annonce qu'il souhaite faire à sa famille. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et puis là, pour l'épilogue, on a dit les 4 premiers vers, c'est le premier mouvement, c'est la prosopopée. Ensuite, du vers 5 au vers 18 inclus, on a le deuxième mouvement qui serait un souvenir incongru aux apparences d'apologue ou quelque chose comme ça, un souvenir étonnant ou un rêve étonnant. Voilà. Après, essayez de pas dire la même chose, hein, parce qu'il ne faut pas que vous arriviez avec tous le même plan, je vous le dis. Hein. Il n'est pas question que vous soyez 60 à arriver avec le même plan, sinon ça va être une catastrophe pour vous. Hein. Parce que c'est probablement le même examinateur qui va vous faire passer, vous et les premières D. Et si vous arrivez avec les mêmes titres et tout ça, il va penser que c'est moi qui vous ai tout donné, comme certains profs des fois font en vous balançant les corrigés. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça l'intérêt. Il faut que vous montriez que vous avez compris, donc il faut que vous personnalisiez vos titres. Et puis ensuite, on a dit le troisième mouvement, donc c'est du vers 19, donc ce que je pense, jusqu'à la fin, donc vers 27. Et vous pourriez parler du cri, du pouvoir cathartique du cri, ou le cri, enfin, comme vous le sentez. Un beau cri, un cri agréable. Le regret du cri. Voilà, c'est vous qui voyez. Mais choisissez bien vos titres. C'est pour ça que je veux les voir, vos fichebacks. Donc à la rentrée, vous me les ramenez. Et si vous voulez que je les regarde, je les prendrai. Alors, je ne prendrai pas 60 fois 11 fichebacks, sinon je vais mourir, mais j'en prendrai quelques-unes au fur et à mesure.
Vous me le direz, je vous les regarderai. Est-ce que c'est bon pour vous? Madame, est-ce que vous pourrez mettre sur Scroll Info tout ce qu'on a à faire? Oui, je vais le mettre. Mais je voulais vous en parler là parce que je me dis, si vous attendez le dimanche soir avant le retour des vacances pour regarder, ça va être une catastrophe. Mais oui, je le mettrai. Mais je le mettrai en devoir. Donc, je vous dirai pour le mercredi, vous devez faire ça. Pour le jeudi, vous devez faire ça. D'accord? Donc là, pour la suite, je vais vous laisser... Ah oui, ça, je vous en ai pas parlé. Il va falloir que vous repreniez, vous savez, les documents de la séance 1 que je vous ai donnés. Je vous ai donné plein de documents sur le sida. Notamment, il y avait un texte des Nuits Fauves de Cyril Collard, il y avait des photos sur... et donc, je vous avais donné tout un questionnaire. Vous voyez ça? Vous pensez à tout ça? Eh bien, il faudrait que vous répondiez aux questions, puisque normalement, vous avez laissé 2 pages sur votre cahier. Donc, demain, ça va être votre mission de faire ça, de répondre aux questions sur votre cahier, vous développer au maximum, hein, ça vous permet d'avoir une certaine connaissance sur le sida, sur ces années 90, où finalement, enfin voilà, pour vous, ça vous semble un peu étranger, mais demandez à vos parents, vous verrez, ils auront plein de choses à vous raconter. Ça va être le moment de discuter en famille. Vous allez voir que vous allez écouter les conseils de Jean-Luc Lagarce et parler dans vos familles. Donc, n'hésitez pas. Voilà, vous répondrez à toutes les questions sur ces documents et vous le faites sur le cahier. Et puis, demain, vous avancez vos fiches bac et je vous donne rien de plus pour cette semaine. C'est déjà beaucoup. D'accord? Ok. C'est bon pour vous? Ouais, tout est bon. 1, 2, 3, je compte combien vous étiez? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Non, 20. 20 sur 25, bon, on va dire que ça va. C'est pas une cata. Bon, du coup, c'était qui? C'était Antoine. Tu me feras parvenir le lien de l'audio, comme ça je le mettrai. Sur le Discord, sinon. Ah bah écoute, Comme super. j'avais Tu fait le la mets sur le dernière Discord. fois. Eh ben c'est bien. Mets-le directement sur le Discord. Ça m'évite de mal recopier ou de me tromper. Non, c'est bien. Mets-le directement sur le Discord. Merci beaucoup, Antoine. Eh bien, merci à vous pour votre écoute et votre attention. Je sais que ça a été intense, mais vous allez voir, là, normalement, ça doit cogiter. Vous devez vous poser plein de questions sur les liens avec la famille, le fait de parler, de ne pas parler. Et puis là, je vais vous souhaiter de bonnes vacances. Reposez-vous bien malgré tout pendant les vacances, même si je sais que vous avez pas mal de travail. Vous travaillez le matin et vous vous aérez l'après-midi. Vous vous structurez, c'est important. Ne travaillez pas tout le temps, ça ne sert à rien. Donc, vous travaillez soit tous les matins et vous baladez l'après-midi, soit vous travaillez 3 jours et vous ne travaillez pas du tout pendant 3 jours et rebelote 3 jours de vacances. Mais ne travaillez pas de 8h à 5h, vraiment, ça ne sert à rien. Votre cerveau a besoin de s'aérer. Donc voilà, jeunes gens, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances. Vous savez que vous pouvez toujours me contacter. Scroll Info, c'est pas facile, hein, j'ai pas toujours les messages tout de suite. Donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon téléphone. Précisez bien qui vous êtes, parce que quand vous m'écrivez pour la première fois, c'est des fois un peu difficile. Voilà, à bientôt. Bonne fin de semaine et bonnes vacances. Merci, bonnes vacances Au à revoir, vous. madame. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci, au revoir. Posez-vous Bonnes bien. vacances.